On est vraiment en train de vivre une fin de saison absolument indescriptible. Je pense qu'il n'est pas exagéré de dire, ouais, qu'on est probablement sur la fin de saison la plus tendue, la plus serrée depuis bien longtemps. Certains diront, depuis toujours. Ouais, en bas, c'est très, très serré. Quasiment tout le monde peut sauter, quasiment tout le monde peut, également se maintenir et en haut, comment exprimer, ceci? Entre Lille et Strasbourg, vous avez 2 points d'écart, vous avez l'OM ici à 58 points. 3 places directement qualificatives en Ligue des Champions, une quatrième au barrage. Si jamais, parce que ce scénario peut encore se produire si jamais le PSG remporte cette Ligue des Champions, alors la quatrième place sera directement qualificative pour la Ligue des Champions. On ne va pas passer par 4 chemins, on va pas traîner et nous allons parler de cette 32e journée de Ligue 1. J'espère vraiment que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous souhaite un excellent week-end. Bon, on a encore une fois en cette fin de saison des matchs extrêmement décisifs avec un des matchs les plus attendus de fin de saison. Je parle évidemment de ce LOSC quand même dont on parlera. Probablement le match d'ailleurs le plus attendu avec le Monaco L de la semaine prochaine. D'ailleurs, j'envisage, vous me dites en commentaire si ça vous plairait. Je pense que ouais, ça me chaufferait bien de faire un live spécial, 2 lives même spéciaux, multiplex pour, cette avant-dernière journée et cette dernière journée de Ligue 1 sur YouTube, où je réagis un petit peu au multiplex à tout ce qui se passe parce que ça va vraiment, vraiment, être très, très intense. On en reparlera, je ne peux pas vous garantir ceci. Ça va également dépendre de mon humeur vis-à-vis, d'un match, qui arrive le mercredi, 7 mai. On en reparlera les gars. Bref, on va plus trop traîner et on va directement commencer par le tout premier match de cette journée. Je veux bien évidemment parler de ce Nice-Reims, qui est dans, 12 heures pile quasiment, à l'heure où je m'exprime. Bon, comment vous dire? Voilà, encore une fois, quasiment tous les matchs sont importants. Reims, le maintien n'est pas encore acquis avec 33 points. Ils sont quand même dans une situation relativement OK vis-à-vis d'Angers notamment, Le Havre où ça peut être un peu plus chaud. Donc je pense que pour Reims, le maintien est quasiment acté. Quasiment acté. Il reste 9 points potentiellement à prendre, mais Reims, se met très bien avec, pas mal de matchs remportés sur les derniers matchs, alors qu'ils étaient en crise absolue et Nice, Nice, c'est vraiment une folie. J'en ai parlé, dans la vidéo également que je vous invite de voir absolument. Je parle de cette vidéo, j'ai parlé des 6 équipes qui peuvent se qualifier en LDC, dont Nice justement et Nice, c'est ça un petit peu la folie de cette histoire. On était un petit peu en train d'enterrer Nice pour la simple raison, que c'était une équipe qui avait perdu pas mal de points trop, 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 trop cruciaux. Voilà, les enchaînements, cet enchaînement-là n'était vraiment, vraiment pas bon. Des défaites terribles comme Nantes, par exemple, à la maison où tu n'as vraiment pas perdre, ce match-là. Bon, tu as quand même réussi à prendre un point très crucial à la tour des secondes face à Strasbourg et surtout, tu as fait un truc que personne n'a fait cette saison en Ligue 1 pour l'instant, peut-être que ça va arriver à l'avenir, tu as battu le PSG. Et oui, alors bien sûr, certains Niçois aussi me l'ont dit, un miracle, on peut évoquer miracle si vous voulez, notamment avec le match de Bulka qui fut exceptionnel, mais c'est une victoire. C'est une victoire qui remet totalement Nice dans la conversation avec ses 54 points et mine de rien, un goal average qui est bon, c'est littéralement le même que celui de Lyon. Oui, Nice peut jouer la Ligue des Champions. Ça fait quelques années qu'ils y sont pas allés, ils peuvent vraiment, y accéder. Honnêtement, sur ce match-là entre Nice et Reims, soyons très, très clairs, sur une chose, hein, vraiment, c'est évidemment un match où Nice est favori. Je vais quand même rappeler une chose, c'est qu'à la maison, Nice, c'est quand même une équipe qui a pas beaucoup déçu, quand même 31 points à la maison. Il y a eu 2 défaites, mais les 2 défaites, sont arrivées, sur cette fin de saison, dont une, on s'en souvient, face à Nantes. C'est une anomalie, hein, vraiment, beaucoup, beaucoup d'arrêts de Lopez et beaucoup, beaucoup trop de ratés, de la part de Nice et 2 buts, quasiment, enfin pas coup sur coup, mais 2 buts, qui sont arrivés de manière triste, hein, pour les Niçois, il faut le dire, de la part de Nantes. Notons quand même que les Rémois, dans leur saison de crise quand même qu'ils ont vécu, notamment sur, cette, milieu de saison slash fin de saison, c'est quand même à l'extérieur où ils ont le plus de points avec 17 points pris à l'extérieur. Bon, ce qui peut arriver pour ce match-là, le scénario le plus probable, c'est toujours imaginer un Reims très, très, très compact, le bus, le bloc bas, avec, on le sait, un Diouf qui est exceptionnel cette saison, beaucoup trop sous-coté pour une raison que j'ignore. Diouf est largement un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et on sait que Nice peut être dans cette problématique vis-à-vis de la finition, du réalisme et parfois se peut heurter à un très, très gros gardien. Bon, Diouf ne fait quasiment aucun match décevant. Je pense même que Diouf est quasiment bon sur tous les matchs. D'ailleurs, il fait, sur ce match-là contre Lens, je ne sais pas si vous l'avez vu, voilà, 14 arrêts, ceci n'est pas une blague. Vous voyez Bulka au Parc des Princes? Imaginez Diouf, pire que ça. Pour vous dire un petit peu la qualité de Yehvan Diouf actuellement avec Reims. Même si dans l'absolu, j'imagine un Nice qui est beaucoup plus fort. Enfin, vous voyez un petit peu ce match-là contre Nantes qu'ils perdent, avec Nice, voilà, qui tire, 21 fois, 9 tirs cadrés. Très, très, très gros match d'Anthony Lopez ici. J'imagine vraiment un match comme ça pour, les Niçois. Ça va jouer sur le réalisme comme d'habitude. Dans l'absolu, vis-à-vis de la course à la Ligue des Champions, vis-à-vis aussi du fait que Nice a battu le PSG, s'il vous plaît, sur la dernière journée. Le fait aussi de considérer que Reims
C'est une équipe qui va bien en ce moment, mais qui reste globalement limitée, qui a même, heu, qui n'a même pas réussi à battre Montpellier. Montpellier qui avait toujours pris un but cette saison. Bon, ouais, dans l'absolu, on part quand même sur un Nice favori sur ce match-là. Le nul, je pourrais le comprendre en fonction, comme je vous l'ai dit, un Diouf exceptionnel, un Nice qui manque beaucoup, beaucoup de réalisme, beaucoup de finition et qui se fait avoir dans le dos. Possible. Bon, dans l'absolu, je pense que Nice, va faire le taf là, mais attention, attention, c'est vraiment un match, où Nice peut perdre des points bêtement et on le sait, cette fin de saison, des équipes vont perdre des points bêtement. C'est sûr à 100. On verra, est-ce que Nice en fera partie? Je vais quand même dire, Nice vainqueur à la maison, bah, voilà, ce sera l'heure que je m'exprime. 60-40, je vais pas monter trop haut parce qu'attention, Reims, avec son bloc bas, avec son gardien, peut vraiment poser des gros problèmes. Bon, on est, face à un des matchs les plus chelous, vraiment depuis, très longtemps pour le PSG en Ligue 1. C'est un match dont on n'arrête pas de parler depuis des semaines en Ligue 1. Est-ce que Strasbourg va faire tomber le PSG? Bon, au final, Nice a fait tomber le PSG. On était triste évidemment ici. J'aurais voulu, comme tous les Parisiens, je pense, cette invincibilité et Strasbourg aimerait croire en son histoire. Parce que Strasbourg, bon, pour, ceux qui savent pas trop, 1980, c'est la dernière fois et la seule et unique fois où Strasbourg est allé en Ligue des Champions. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'effectivement, beh, Strasbourg peut y croire, absolument, totalement. Alors OK, ils ont pas un goal average de fou, mais ils ont 54 points. Ils sont dans la course pour la Ligue des Champions. À minima, Strasbourg risque de finir en Europe, surtout si le PSG remporte la Coupe de France. Mais en fait, le gros problème qu'on a ici, c'est que qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit que Strasbourg va gagner ce match-là encore? Encore une défaite pour Paris? Pour la simple raison, ce qui va émerger dans la tête des gens, c'est le turnover. Les gars, un des matchs, sans débat, les plus importants de l'histoire, j'insiste là-dessus, de l'histoire du PSG, se joue ce mercredi. Ce mercredi 7 mai, je crois que c'est le 7 mai, se joue un des matchs les plus importants de l'histoire du club face à Arsenal au Parc des Princes. Mettre l'équipe type, jouer sa vie contre Strasbourg, c'est pas du tout ce qui va arriver. C'est sûr à 100. On ne peut pas imaginer ça pour le PSG parce que le match le plus important, ce n'est pas ce samedi, c'est mercredi prochain. Et on parlait de l'importance extrême de Strasbourg. Effectivement, on peut évoquer sans débat également que Strasbourg, cette fin de saison et notamment cette 32e journée, oui, on peut dire que c'est un des matchs les plus importants de l'histoire de Strasbourg aussi. Parce que la Ligue des Champions, ils l'ont connu qu'une seule fois, il y a quasiment 50 ans. Ouais, Strasbourg va jouer sa vie. Strasbourg, c'est une équipe qui ne perd pas, qui ne perd plus. En tout cas, ils n'ont pas perdu depuis très longtemps. C'est la meilleure équipe de Ligue 1 au niveau des points avec le PSG depuis le 9 février, où ils n'ont littéralement pas perdu. Ils ont quasiment que gagné. Alors, d'un point de vue jeu, oui, je suis d'accord avec vous. J'ai déjà reçu ce genre de commentaires, même en live, etc. Je suis d'accord. Strasbourg, c'est pas le tiki-taka, le jeu huilé à la perfection, machin exceptionnel. Non, on sait que c'est pas ça. Mais Strasbourg a une force que peu d'équipes a actuellement, un réalisme absolument glacial. Glacial, c'est vraiment ce qu'incarne Strasbourg. Alors, le match où ils ont eu le plus d'espace, c'était celui-là contre Saint-Etienne. C'était également le match où ils ont eu le plus de ratés. Ils auraient pu en mettre plus, mais globalement, Emega, il marque énormément en ce moment. Le Maréchal, parfois c'est Bakwa, parfois c'est les deux. Moreira, il aura fait un gros match. Il y a trop de potentiel réalisme dans cette équipe-là. Il y a notamment André Santos qui reste extrêmement sécurisant pour son équipe. Et comment ne pas évoquer Petrovic, qu'on peut, voilà, argumenter être le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison. En tout cas, c'est un des gardiens qui sauve le plus de points à son équipe sans aucun débat, sans aucun débat. Donc c'est une situation extrêmement compliquée, vis-à-vis de ce match-là. Parce que je vais être honnête avec vous. On va montrer un exemple comme ça on est tranquille. Le Strasbourg PSG qui arrive. Je vais vous montrer, la composition. Ça, mesdames, messieurs, c'est la compo du PSG face au Havre. Face au Havre, il y avait notamment, 9 remplaçants, OK? Une défense un peu expérimentale, le gardien remplaçant. Il y avait notamment Mayoulou, 18 ans et ceux qui connaissent pas Ibrahim Baye qui a 17 ans, qui étaient titulaires, qui ont fait des bons matchs face au Havre. Mais le Havre, ce n'est pas évidemment Strasbourg. Strasbourg, c'est quand même très, très fort. Si c'est cette compo qui est alignée, bon, je pense que Strasbourg va gagner ce match-là. Maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à imaginer le PSG perdre 2 fois de suite. Ça peut arriver. On sait que Luis Enrique, depuis qu'il est au PSG, n'a jamais perdu à l'extérieur. C'est une vérité. En Ligue 1, j'entends. C'est un coach qui a notamment battu, vous savez, le record de série d'invincibilité à l'extérieur en championnat. Bon, ça peut s'arrêter, hein, ça peut s'arrêter face à Strasbourg-là. Bon, est-ce que nous aurons encore une fois un Strasbourg extrêmement, extrêmement réaliste qui, généralement, vous savez, Strasbourg marque énormément en seconde période parce qu'ils ont souvent une période où ils sont, complètement défensifs, ils ont du mal à ressortir les ballons et il y a un moment où ils ont un temps fort et c'est ça en fait Strasbourg. Le moment où ils ont un temps fort, même si c'est 15-20 minutes, généralement ils marquent. Franchement, je pense que sur les 10 derniers matchs de Strasbourg, tous les moments de temps fort de Strasbourg, ils marquent, ils prennent avantage et ils n'encaissent pas de but, notamment par Petrovic et sont tous à la récupération et tout.
Bien sûr que le PSG peut perdre avant mercredi. Ça peut totalement arriver, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je pense que c'est probablement, hein, le match que le PSG a le plus de chances de perdre sur tous les matchs de la saison en Ligue 1, par rapport à la dynamique actuelle. Si le PSG gagne ce match-là, j'avoue que ce serait choquant parce que oui, voilà, Strasbourg, c'est une seule défaite à la maison, hein, je le rappelle quand même, donc c'est forcément, exceptionnel. Bon, on sait que le PSG se déplace très, très bien, comme vous le savez bien. Bon, je vais dire un nul. Voilà, je peux comprendre, vous dites, victoire, Strasbourg. Un nul pour Strasbourg serait pas bon, c'est la gagne à tout prix, je suis d'accord avec vous. Vous me dites: «On sera en live pour en reparler de toute façon», donc n'hésitez pas. Voilà, on va pas non plus étaler, trop longtemps parce qu'on pourrait en parler encore, vraiment super longtemps. Cette équipe de Strasbourg est super méga belle à regarder dans ces temps forts, absolument. Ça peut exploser, ça peut aller dans tous les sens. Si c'est un PSG B, voire un PSG équipe C, oui, la défaite est vraiment probable. À voir, si les gardiens vont être très importants dans ce match-là. Petrovic notamment le sera probablement. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est un des rares matchs, ouais, rare match de cette journée qui n'est pas très important, mais ce qui est malheureux, c'est que c'est 2 équipes, bah, qui peuvent avoir beaucoup de regrets. Alors voilà, je parle aux Rennais et aux Toulousains. C'est qui a le plus de regrets, hein, franchement? Est-ce que, c'est Rennes? Est-ce que c'est Toulouse? Bon, moi, je suis neutre dans cette histoire. Qui peut avoir le plus de regrets? En vrai, je me dirais d'un point de vue budget, Rennes peut avoir plus de regrets. Après, d'un point de vue footballistique, qu'est-ce que Toulouse a pu proposer? Ils peuvent avoir des méga regrets d'être en fait à cette place-là. Ah, c'est un match qui me déprime un peu. Franchement, dans un autre monde, les gars, vraiment, dans un autre monde. Toulouse et Rennes, peut-être qu'ils sont dans la course à l'Europe. Enfin, même pas peut-être, probablement. Eh ouais, ouais, les gars. Bon, ce qui est cool pour Toulouse, c'est qu'ils n'ont pas perdu leur dernier match. Vamos, les gars, vamos. Ils enchaînaient beaucoup de défaites, ce qui est très drôle, les gars. 4 buts encaissés contre Brest, 3 contre Marseille, 2 face à Lille, 1 face à Reims et 0 face à Nantes. OK. Normalement, maintenant, ça va être l'inverse, c'est ça, 1-0 pour Toulouse sur ce match-là, j'en sais rien. Et en fait, ce qui est dommage pour Rennes, c'est que bon, là, le début de saison était calamiteux. On sait qu'il y a Gabi Bey. C'était beaucoup mieux, hein, vraiment, voilà. Ça, il y a eu, enfin, beaucoup mieux. À nuancer, hein. Je faisais quand même partie des gens qui disaient, OK, Gabi Bey gagne. Dans le jeu, on attend encore de voir ou quoi. Alors, il y a eu des gros victoires, hein, notamment le 5-1 ici contre le Havre. Malheureusement, grosse claque, hein, un petit peu pour les Rennais face à Lyon. En fait, ce qui est intéressant dans ce match-là, c'est que Rennes a des ambitions affichées qui sont bonnes. Sur ce match-là, notamment, Rennes va à Lyon dans l'idée de presser haut, dans l'idée d'avoir le ballon et être assez bon à la contre-pression. Bon, le problème, c'est que tu vas laisser des espaces énormes et factuellement, il y a une science défensive et tactique, faible dans cette équipe rennaise avec, un Brice Samba notamment qui n'a pas du tout été, impérial dans ce match-là. Donc, très compliqué en fait de juger ce match-là. Ah honnêtement, c'est un des matchs qui m'inspire le moins de saison. C'est terrible, c'est terrible. Ce match-là devrait être hypant. Toulouse qui, en plus, le stadium n'est pas, voilà, c'est simple, je comprends pas trop. Pourtant, c'est un bon stade ou quoi, mais 7 défaites quand même à la maison pour Toulouse. Ah, c'est beaucoup, hein. J'aurais pas cru autant. 7 défaites, OK. Et Rennes se déplace très mal. Voilà, Rennes, c'est très catastrophique les déplacements de Rennes, même si sur la fin de saison, ça va beaucoup mieux. Vraiment, je pense que sur la fin de saison pour Rennes, il y a combien de victoires en déplacement? Il y en a un contre Saint-Étienne, il y en a un contre Montpellier, un contre Angers également et un contre Le Havre. Bon, ce qui est très drôle, c'est que les 4 victoires de Rennes à l'extérieur, c'est, bah, ces derniers temps et c'est contre les 4 équipes jouent le maintien. Ouais, à peu près les 4 équipes jouent le maintien. Bah, j'ai pas un bon feeling, hein, honnêtement. Franchement, ça peut puer le nul à fond. Franchement, vous me dites, les gars, je suis désolé, je vais pas développer plus pour ce match-là. Les 2 équipes me rendent triste. Vraiment, je suis triste de parler de ce match-là parce que ça pourrait être tellement plus fun. Mais là, tu es sur la fin de saison, Toulouse-Rennes, voilà, ils jouent plus rien. 11e, 12e. Ouais, tu me diras Toulouse, est un peu en mode maintien. Non, il faut pas fumer, les gars. Si Toulouse le maintien cette saison, en vrai, c'est vrai que Toulouse n'est pas loin du barrage, c'est grave, hein. Ça, c'est pas normal, hein. En vrai, si vous êtes toulousain, vous avez raison d'être énervé, les gars. Chez Après le réalisme, c'est le football. Regardez Strasbourg qui est beaucoup plus haut parce qu'ils ont notamment été, pas si drastiquement supérieurs dans le jeu vis-à-vis de Toulouse, mais ils ont été drastiquement beaucoup plus réalistes, quoi. C'est le foot, c'est le foot. En tout cas, j'espère quand même un bon match. Voilà, globalement avec beaucoup de buts ou quoi. Je vais dire un match nul, peut-être un peu triste, peut-être un 1-1, voilà. J'ai très peu de feeling, les gars, pour ce Toulouse, Rennes. Vous me dites évidemment en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez? Dommage que ce match ne compte pour plus rien, pardon. Aïe, 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 aïe. On évoquait des matchs de malades, mais alors celui-là. Les gars, si vous pouvez, s'il vous plaît, ne ratez pas ce Saint-Étienne-Monaco. Je vous jure qu'on peut voir du spectacle. Parce que les matchs de Saint-Étienne, généralement à la maison, il se passe des folies. Et Monaco est en opération absolue pour la Ligue des Champions. Une équipe que je peux imaginer perdre des points, peut-être un petit peu bêtement sur la fin, parce que c'est une équipe qui souffre de par peut-être un réalisme un peu moindre
Mais comme on me l'a bien évoqué, effectivement, c'est, voilà, je le dis chaque semaine sur cette chaîne, je considère que dans le jeu, Monaco reste la meilleure équipe de France à part PSG. Alors Lyon est quand même exceptionnel, hein, ces dernières semaines, mais tout Monaco sait être excellent, et vraiment, vraiment très, très bon. Gros problème de Monaco, et ce match-là contre Le Havre illustre parfaitement mes propos. Monaco contre Le Havre, domination, jeu, tu fort, voilà, tu es plus fort que Le Havre, il y a pas de débat, tu es plus fort que Le Havre. Il y a 1-1. Il y a 1-1, tu cadres cette fois, bon OK, peut-être qu'il y a certaines actions que tu peux mieux jouer, tu un gardien qui parfois, voilà, comme contre l'OM peut être méga réaliste, parfois ça peut être très, très compliqué. Bon, tu as toujours une défense qui peut être un peu abstraite malgré des performances. Bah, moi je trouve Singo plutôt très bon cette saison, Kehrer, je le trouvais plutôt également très bon cette saison, mais le nombre d'erreurs qui ont amené un but pour Monaco, c'est abusé, c'est vraiment abusé. Donc ça fait un peu peur. Là, ce Sainté-Monaco, bon les gars, soyons honnêtes, je vais pas vous, développer que Monaco est inférieur à Saint-Étienne ou quoi. Bien sûr que Monaco est plus fort que Saint-Étienne. Personne n'en doute ici, même les Stéphanois. Par contre, je ne peux pas vous dire que les Stéphanois jouent mal. Ça, c'est faux. Saint-Étienne joue bien, mais c'est un jeu risqué. C'est un jeu plutôt offensif. C'est un jeu qui se base aussi sur le fait d'avoir de l'action, de la pression, et il y a beaucoup de moments pour ce Saint-Étienne, on a vu de belles choses. Ouais, quand je vous prends par exemple contre le PSG où ils font, 15-20 très, très bonnes premières minutes, je suis en mode: «Waouh, c'est bien». Tu avais notamment battu Montpellier à l'extérieur. Ouais, le match que tu fais, à Brest, contre Brest, il incarne parfaitement ce que je vous dis. Magnifique équipe offensivement, défensivement, aïe, aïe, aïe. Tu remportes le derby de manière assez exceptionnelle. Première période, magnifique, magnifique des Stéphanois. Et tu fais un match face à Strasbourg, bah, encore une fois, tu essaies de te battre pour le ballon, machin, tu es plutôt bon, tu marques. Bon, tu as quand même 17 tirs pour une équipe qui joue le maintien. 6 cadrés à Strasbourg, s'il vous plaît. Tu as 3 grosses occasions manquées dans ce match-là. Voilà, l'Arseneur qui n'est pas le plus décisif, on le sait bien, tu as une défense abstraite, mais potentiel offensif relativement important. Malheureusement, Stassin, je crois, sera absent pour, ce match-là face à Monaco, et ça, c'est très gênant. Très, très, très gênant. Bouchoirie, également, très gênant. Un match avec, beaucoup de buts, peut-être? Le potentiel offensif de Sainté, quand même avec, Bouchoirie en moins, et notamment Stassin, en prend un sale coup. Cardona reste là et Cardona devra montrer beaucoup de choses. En fait, le gros problème, c'est que vous voyez le Saint-Étienne cette saison a pris beaucoup de buts. Contre Nice, 8 buts, contre Marseille, je crois 5, contre Paris 6. Face aux équipes qui ont un potentiel offensif important, Saint-Étienne peut couler énormément, c'est une vérité. Mais peut marquer, bon, je pense qu'il faudrait beaucoup de circonstances très, très positives pour les Stéphanois sur ce match-là. Je rappelle quand même que Saint-Étienne reçoit bien à la maison pour une équipe qui joue le maintien. Il y a 6 victoires, c'est bien, c'est positif. Mais voilà, le truc, c'est que Monaco a quand même réussi à avoir des points à l'extérieur. C'est pas, clairement pas, c'est surtout à la maison, hein. Monaco est très, très bon. Il y a 6 défaites à l'extérieur pour Monaco. Il y a même pas un goal average si fou. Monaco a perdu des points face à des équipes qui jouent le maintien. Peut-être, hein, que Saint-Étienne va faire un truc. Là, dans l'absolu, les gars, je vais mettre Monaco. Je vais mettre Monaco, alors, je vais pas les mettre à 4 ans ou quoi, même si en vrai, je pourrais, sur d'autres circonstances. Mais disons qu'on peut typiquement imaginer le genre de match où tu as même Saint-Étienne qui ouvre le score, mais ils vont plonger après. Ils vont vraiment plonger. Je ne peux pas imaginer Monaco dans ce moment de maintien face à une équipe qui est quand même ouverte vis-à-vis du jeu. C'est pas comme face au Havre où le Havre est un peu plus compact. Non, Saint-Étienne, c'est une équipe qui ouvre le jeu, et notamment à la maison, qui est désorganisé pour le meilleur comme pour le pire, c'est-à-dire c'est un peu entre guillemets «naïf», je sais pas vous comment vous expliquer, mais tu vois quand tu as un jeu offensif, tu essaies, tu presses, tu contre-presses, tu essaies d'aller haut, tu essaies vraiment de jouer le ballon, tu es naïf dans ta défense, tu laisses des espaces, et le truc c'est que si tu laisses des espaces à Monaco, ai-je besoin de vous expliquer à quel point ça peut être létal? Si l'Arseneur, parce qu'en fait c'est une grosse question dans ce match-là. Si l'Arseneur était chaud, j'aurais plus d'espoir à Saint-Étienne. Par exemple, vous voyez, Diouf à Reims, Petrovic à Strasbourg, si Saint-Étienne avait ce genre de gardien, là, je serais en mode: «Ah, attention les gars, même si Saint-Étienne subit, bon, ils ont un gardien quand même de très, très haut niveau». Là, l'Arsenal, je ne sais pas. On verra bien les gars. Victoire Monaco, je pense quand même, on va dire à 65-35. Match tellement capital pour les 2 équipes. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez de ce match-là, parce que pour moi, c'est peut-être le meilleur avec, évidemment le LOSC OM de cette dernière, ce dernier match, ce dernier, dimanche, voilà. Ah là 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 là, le maintien ici, et en vrai, c'est beaucoup de tristesse pour les 2 équipes parce qu'Angers, était très, très bon il y a quelque temps, a plongé complètement, on ne reconnaît plus,
Le jeu angevin, en vrai, que Dieu avait mis en place, qui était vraiment très précis. Il y a beaucoup de défaites, hein, pour Angers, 77, 13 pour Nantes et Nantes, c'est ce qui est terrible, c'est qu'ils ont perdu qu'une seule fois sur les 4 derniers matchs. Ils nous ont notamment fait, un match nul face au PSG qui était OK, hein, bien solide et tout, mais bon, la concentration de ces joueurs-là peut être un peu, pardon pour le micro, peut être un peu, voilà, ça change, on va dire, de match en match et ce qui est terrible, c'est contre Toulouse, purée, tu es à 11 contre 10, quoi. Purée, les gars, j'ai revu ce match-là. Oh là là, tu sens qu'il y a un problème de créativité chez cette équipe nantaise. C'est pas normal qu'avec un carton rouge, alors même si pour un attaquant, ça reste un rouge. Tu domines. Ah, tu dois faire mieux, notamment les offensifs. Tu dois mieux trouver Simon, Moses Simon, tu dois mieux trouver Ablin. Bon, ils sont sortis au final. Beaucoup de centres, peu de créativité, c'est terrible. Et le pire, c'est que, mine de rien, Lopez, il fait des arrêts importants ce match-là, pas beaucoup, mais il en fait, il fait des sorties trop neutres. C'est dommage, c'est vraiment, vraiment dommage. Nantes aurait dû battre Toulouse ce match-là. Ils auraient dû donner les moyens. Au final, le match nul peut être logique. Et ouais, comme je vous l'ai dit, Angers, c'est très compliqué parce qu'il y a pas beaucoup de choses positives, en fait, à dire pour Angers actuellement, alors qu'il y en avait beaucoup, voilà, lors de cette période-là. On s'en souvient, j'en parlais sur la chaîne. Très, équipe, assez suivante en plus, mais là, c'est un peu une crise, c'est même beaucoup une crise. Regardez sur les derniers matchs, il y a quasiment aucun but marqué. En mars, il y a 0 but marqué. Avril, il y a 2-0 face à Montpellier. Sinon, bon, tu me diras, tu as affronté Nice et Lille. Évidemment, c'est des grosses équipes. Contre Nice, quand même, tu souffres, hein. Tu es en grande souffrance. Il y a 2-1. Ça peut être beaucoup plus que 2-1, on le sait très, très bien. Et face au LOSC, bah, j'ai revu, je pense que tu n'as pas. En fait, tu as une situation, notamment en début de match. Je pense peut-être d'Alevina. Ouais. Ouais, voilà, 15e minute. Tu as une situation, mais bon, réalisme qui va vraiment, vraiment pas. Malheureusement, le Paul, qui avait pas mal marqué, est beaucoup plus invisible en ce moment. Et Fofana reste quand même un gardien qui peut être très important, mais je trouve qu'on est aussi une petite baisse, alors qu'il était plutôt excellent il y a quelques temps. Ouais, c'est dur. C'est très dur pour les Angevins, honnêtement. Puis en fait, ce qui est compliqué, c'est que là, dans ma tête, c'est Nantes qui gagne ce match-là. Mais Nantes, et ça peut être tellement compliqué de terminer aussi des actions côté nantais, des fois. Les gars, si on était dans un truc normal, je te dirais Nantes-Angers comme ça. Mais en fait, je vais dire un match nul, voire limite une victoire, un peu surprenante jusqu'au, mais le nul me semblerait, très grillé, notamment, vous savez, les équipes jouent le maintien. Tu essaies de prendre le minimum de risques, tu essaies de gagner sur un coup de pied arrêté, tu vois un petit peu ce délire. Notons quand même que c'est Angers, le plus de points qu'ils ont eu, c'est à l'extérieur. 4 victoires, notamment à l'extérieur. Et pour les Nantais, à la maison, il y a 4 victoires également. Ouais, je sais pas, j'ai peu de feeling pour autre chose que le nul. En fait, si Nantes avait rassuré, notamment dans sa créativité, dans son côté offensif, face à Toulouse, par exemple en gagnant 2-0 avec le rouge, bon, j'aurais pas eu trop de doutes sur Nantes. Le SCO souffre beaucoup, il y a peu de choses bonnes à dire actuellement. Pour moi, c'est un nul. Pour moi, c'est un nul sur ce match-là. Vous me le dites encore une fois, mais c'est le maintien, les gars. Le maintien, c'est les matchs de la peur jusqu'à la fin de saison. Bon, la question de ce match-là entre l'AGIA et le HAC, bah, en fait, il y a pas de 2000 questions. C'est pas est-ce que Auxerre peut jouer l'Europe? Même si on m'a dit dans, l'oreillette, si le PSG remportait la Coupe de France et remportait la Ligue des Champions, alors la 8e place serait potentiellement qualificative pour l'Europe. Dans ce sens, OK, peut-être qu'Auxerre a une fin de saison importante à jouer vis-à-vis de l'Europe, même si vous avez compris qu'il y a voilà, des possibilités relativement faibles. Par contre, il y a une vraie question côté Le Havre, parce que Le Havre, avec ses 28 points, n'est pas du tout garanti de jouer le maintien, même si je trouve que c'est une équipe vraiment valeureuse et qui montre en fait, ce qui est super intéressant, Le Havre, regardez juste la fin de saison du Havre. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de défaites, vraiment un enchaînement de défaites et c'est tombé. Mais sur le mois d'avril, on va dire grosso modo, ouais, depuis, mars même, il y a une défaite face à Lyon. Lyon à l'extérieur, on va me dire c'est OK. Il y a une défaite face à Paris à l'extérieur et une grosse défaite à la maison face à Rennes. Tu perds contre Lyon et Paris à l'extérieur, tu perds face à Rennes, ça va. Ça va même énormément pour une équipe qui joue le maintien. Je le rappelle. Franchement, c'est très positif. Il y a eu des matchs, bon côté Le Havre, il y a surtout eu des victoires importantes face à des concurrents au maintien. Notamment, ici Nantes et notamment Montpellier, bien évidemment. Donc très, très important. Il y a eu un match, nul face au Havre. Alors, OK, il y avait aussi beaucoup, beaucoup d'arrêts, hein, on le sait, Georgelin peut être très chaud en ce moment. Il a fait un gros match au Parc des Princes. Il aura fait un gros match également face à Monaco et c'est ce qu'il faut et je trouve, ben, on a quand même un Havre qui est, réaliste. Ouais, réaliste, même si voilà, on est, également sur un match, hein, l'AGIA a réalisé, je pense un match, magnifique, parfait.
après 2 victoires, 2 défaites coup sur coup. Bon, tu as fait un match, vraiment de très, très, très haut niveau, notamment en fait dans tous les aspects de contre, de transition, où tu es excellent, notamment Perrin. À la baguette, on le sait, Onaïwu, il y a littéralement eu un triplé, s'il vous plaît, pour Lassine Sinayoko sur ce match-là, triplé de passe D. Voilà, OCR qui a un jeu surtout très direct, très vertical, qui se base sur les contres, et un Donovan Leon qui, mine de rien, est excellent cette saison. Bref, actuellement, il est très, très, très bon, ce gardien, cette saison pour les Auxerrois. Soyons quand même tout à fait honnêtes, même si Auxerre a vécu une fin de saison à domicile un peu moindre, ça reste une équipe qui a perdu 3 fois à la maison. C'est vraiment, vraiment qualitatif. Je rappelle que cette équipe était en Ligue 2 l'année dernière, donc c'est très, très bon. Et bon, bah, il faut quand même le dire évidemment, côté, Le Havre, il y a un truc, très intéressant, c'est que pour une raison qui m'échappe, au stade d'Océane, c'est calamiteux. Il y a beaucoup, beaucoup de défaites. Ils ont fait un match nul face à Monaco à la maison, donc comme quoi tu peux réussir. Par contre, à l'extérieur, ils ont eu le plus de points, 5 victoires. C'est typiquement le genre de match où, tu vois, les équipes qui jouent le maintien peuvent choper des points par-ci par-là de manière assez folle. Bah, c'est typiquement le genre de match où le Havre pourrait choper des points. Face à un Auxerre, on se souvient un peu du Auxerre, un peu décevant, on va dire, du milieu de saison avec beaucoup de matchs nuls par-ci par-là, très très peu de victoires. On peut imaginer un nul ici, même si je pense qu'on aura un Havre valeureux, etc., qui essaiera peut-être d'avoir le ballon. Euh, Auxerre peut faire très 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 mal en contre. Je suis très partagé parce que j'ai vraiment envie de croire en un nul ici, hein, pour le Havre. Mais vraiment, vraiment. Je me dis: «C'est possible». Une victoire à l'extérieur, ça me paraîtrait vraiment fou. Ils l'ont fait, ils l'ont fait. C'est encore une fois à l'extérieur, ils ont le plus de points. Ça me paraît, assez fou à Auxerre. Je trouve quand même que le Havre est un peu trop limité offensivement pour aller chercher une victoire à Auxerre. Surtout que derrière, il faut qu'ils comptent sur un Georgelin de haut niveau pour, faire les arrêts. Donc sur ce match, je vais quand même dire un match, remporté par l'AGIA. Le Havre peut complètement craquer comme face à Rennes. Comme s'ils sont vraiment dans cette optique d'être compacts et essayer de chercher notamment les contres, un peu comme ce que pourrait faire, la GIA. On pourrait imaginer un match plus serré. Ça peut être très inconstant, on le sait. Le Havre, ils peuvent marquer des buts de manière folle, réalisme, comme ils peuvent s'en prendre factuellement très, très beaucoup, enfin énormément, quoi. On va dire victoire d'Auxerre ici, à 60-40, qui peut peut-être rêver d'un miracle pour l'Europe, on verra bien. Bon, qu'est-ce qu'on en pense de ce Brest-Montpellier? Bon, est-ce que ce serait un peu trop osé de faire, ça directement, en vrai? Bah, Montpellier, c'est fini, quoi, vous le savez bien. C'est encore une fois aucune offense à cette équipe, mais bon, voilà, tu joues plus rien, tu es éliminé, tu as des absences. Alors OK, Brest en ce moment, comme les Brestois me l'ont dit, c'est pas oui, le Brest du siècle, c'est un Brest qui a du mal, qui prend beaucoup, 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 beaucoup de buts, qui accuse un petit peu, le coup sur cette, fin de saison, c'est une vérité. Bon, coup d'air, Grégoire, il aura fait un match très, très compliqué. On le sait bien face à Marseille, bon, tu as une défense qui va un peu moins et ouais, même offensivement, en fait, tu peux marquer des buts, mais les constructions peut-être qu'on voyait de Brest, la saison dernière ou juste cette saison, on les voit peut-être un peu moins. C'est une saison un peu fin de saison un peu compliquée pour les Brestois qui, dans les faits, avec cette 9e place, peut rêver d'une 7e place, enfin 7e place non, mais d'une 8e place qualificative, pour l'Europe. Allez, si jamais il y a l'alignement, du PSG qui remporte la Coupe de France et la Ligue des Champions, bon, ça peut arriver, hein, ça peut arriver, je l'espère évidemment, mais bon, voilà. Le problème, c'est que les gars, je vais quasiment rien développer dans ce match-là. Même si Brest est en difficulté, même si Brest à la maison, ça n'a pas été, toujours simple. Il y a quand même eu, pas mal de défaites dans les faits. Il y a quand même, 8 victoires pour Brest à la maison. Bon, 3 points pour, Montpellier à l'extérieur. Voilà. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose de plus? Non les gars, il y a rien à dire de plus. Brest est quand même sur le papier, même collectivement plus fort que Brest, que Montpellier, pardon. Montpellier ne joue plus rien. Vous en pensez quoi? Ça peut être un match nul extrêmement décevant. Je pense quand même que le Brestois, sur cette fin de saison, ont quand même à cœur de se racheter aussi, peut-être un peu, enfin racheter, les mots sont peut-être trop forts, il faut pas abuser, mais finir bien. Finir bien. Éric Roy, peut-être que c'est aussi la fin du cycle. On sait qu'il risque de partir. Victoire de Brest, 75-25, on va pas monter trop non plus pour ce match-là. Et forcément Montpellierin, évidemment, qui vivent, bah, une calamité cette saison. Et là, et là, les gars, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Lyon va battre Lens? Est-ce que Lens peut empêcher Lyon de croire en son rêve? Lens, qui souffre un peu, mais qui est 8e de Ligue 1, qui, allez, si le PSG remporte la Coupe de France et la Ligue des Champions, la 8e place sera qualificative pour l'Europe potentiellement. Aïe.
Aïe, 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 ça fait très, très mal. C'est un match que j'ai, pu voir en direct. Très, très, très compliqué, hein, très compliqué pour les Lensois qui globalement, en fait, se sont fait un peu, j'allais dire broire, c'est le mot est trop fort, mais en fait, toujours ce délire de dire: «J'ai pas de finition». Le gardien fait des arrêts, aucun réalisme côté Lens et un gardien qui peut faire des matchs de fou Ryan, mais qui peut être très inconstant également, qui a fait un match très compliqué face à Auxerre et un Lens qui s'est fait avoir en contre sur quasiment toutes les actions. Très, très, très compliqué Lens qui a bu la tasse. Et en fait, un Lyon et c'est ce que je dis depuis quelques semaines, à part évidemment la semaine que je vais arrêter de rappeler, hein, pour les Lyonnais, la semaine dramatique, de Lyon. À part cette semaine-là, Lyon, ça fait depuis, allez, mars que c'est de très, très haut niveau, mais vraiment. Il y a des matchs de Lyon, le match que tu as fait notamment contre Lille, le match que tu as fait à l'extérieur face à Auxerre, waouh! Et le match que tu as fait le dernier face à Rennes, c'est un Lyon extrêmement qualitatif. C'est une équipe pour moi qui est Ligue des Champions. Vraiment, j'insiste là-dessus. Je sais pas si c'est équipe, finale Ligue des Champions ou quoi, mais c'est une équipe qui peut largement jouer les poules de Ligue des Champions et sortir des poules, comme Brest, par exemple, a pu sortir. Ça me semble totalement OK. Potentiel offensif de fou, ça joue très, très, très bien. Il y a eu un énorme match collectivement, offensivement, notamment de la part des Lyonnais et j'ai même trouvé un match dans la pression, la contre-pression bonne. Ça fait même que Rennes n'a pas eu d'énormes possibilités non plus face à Lyon. C'est vraiment super positif en vérité ce qu'on voit. Lyon peut finir en mode boulet de canon, mais vraiment, vraiment boulet de canon. On sait que Lyon a quand même des fins de saison généralement où ça y va quoi. Ce qui est très gênant encore une fois, je ne vais pas le ressasser trop longtemps, cette, défaite face à Saint-Étienne, elle est affreuse. Une première période qui a été ratée. Côté lyonnais, clairement, on se souvient évidemment de la polémique du carton rouge potentiel de Stassin. Une seconde qui a été bien meilleure, mais voilà, je pense que ce match-là, il était un peu hors du temps avec le Manchester la semaine, d'après, juste avant. Donc voilà, le Rennes était très positif, les gars. Lens est en crise, a des absences, n'est pas réaliste du tout. Lyon va bien, est en réussite, est fort, tout simplement, ils sont forts au football. Hors PSG, peut-être la meilleure équipe de France dans l'état de forme actuel du jeu, avec Monaco qui reste d'un point de vue jeu très, très bon, peut-être un peu moins réaliste. Ouais, on va dire Lyon ici. Je vois pas Lyon, craquer sur ce Lens. Peut-être que si c'était le Lens de la toute dernière journée qui s'était mis un peu bien. Il y a un Lens décimé qui a perdu beaucoup de joueurs lors du mercato hivernal. Il y a un coach, voilà, qui est en instance, on sait pas trop quoi. Très compliqué pour les Lensois. Force à vous, les gars. C'est Lens avec une fin de cycle. C'est la fin, vous savez, de l'ère un peu lensoise, magnifique, francaise, la remontée, la Ligue des Champions, machin. C'est fini cette ère-là. On repart sur un nouveau cycle pour les Lensois. Il faudra bien, bien aborder le virage. Lyon doit jouer la Ligue des Champions. C'est comme ça qu'ils se disent dans leur tête. C'est inconcevable qu'ils perdent des points face à Lens, à la maison. Même si, par honnêteté intellectuelle, je vais quand même vous le dire, heu, Lens a eu beaucoup de mal à Bollaert, paradoxalement et c'est surtout à l'extérieur où ils sont excellents. Voilà, je vous le dis, Lens, c'est la 3e meilleure équipe de France à l'extérieur. Je vous le dis, voilà, clairement. Alors ils ont perdu, hein, 4 fois à l'extérieur, ils l'ont perdu, mais quand tu es Lens, qui vit une saison très tronquée, que tu as gagné 7 fois à l'extérieur, OK, tu as 25 points, tu es 3e de France sur ce donné-là. OK, bien, c'est cool. Bon, évidemment, Lyon, vous savez très bien, reçoit, super bien avec 10 victoires à la maison. Équipe, très, très solide. Victoire de Lyon ici, 70-30. Bon match les gars, bon match à vous tous. Et là, mesdames, messieurs, et purée, qu'est-ce que j'ai reçu des messages sur ce match-là. Des Marseillais, des Lillois, même d'autres personnes. Ouais, Koro, qu'est-ce qui va se passer, machin. Je suis sûr et certain, avec le très, très attendu Monaco-Lyon, oui, ce LOSC de Marseille est le match le plus attendu de cette fin de saison de Ligue 1. C'est un match Ligue des Champions. Ah, il faut le dire aussi, c'est un match intensité Ligue des Champions qu'on va voir. Alors, je suis pas en train de dire, c'est un match dernier carré, Ligue des Champions machin, mais c'est un match Ligue des Champions dans l'intensité, dans l'importance que ça a. On sait que Lille et Marseille ont les capacités larges de, se qualifier, pour les tours avancés de Ligue des Champions. Bah, Lille, d'ailleurs, l'aura fait en terminant 8e, non 7e de cette, campagne de Ligue des Champions et avec ce nouveau format où tu peux être 24e et accéder au barrage, on peut imaginer la plupart des clubs français du haut de tableau. Disons que voilà, quand vous voyez ça, bah, pour moi, ouais, la plupart des clubs français du haut de tableau peuvent finir, dans les 24 premiers de ce nouveau format de Ligue des Champions. D'ailleurs, Brest, eh ben, je vous le rappelle, s'est qualifié pour les barrages de LDC. Strasbourg, je peux totalement l'imaginer et cetera. Bref, donc oui, ce Lille-Marseille, c'est un match intensité LDC.
Qu'est-ce qui va se passer? En fait, les gars, on est face à une donnée, extrêmement compliquée parce que c'est extrêmement ouvert et ce match-là, déjà, il faut se poser la question suivante, il est décisif. Mais à quel point il est décisif pour les 2 équipes? Il est peut-être plus décisif pour les Lillois que pour les Marseillais. Parce qu'en vérité, en cas de victoire lilloise, on aurait 59 points. Pour Marseille, on aurait 58 points. L'avantage quand même de l'OM sur cette fin de saison, c'est qu'ils ont 4 points de plus que Lyon, Nice et Strasbourg. Dans l'absolu, Marseille, s'ils perdent face à Lille et ils remportent leurs 2 derniers matchs, ils finiront au pire du pire du pire, 4e. Ça jouera au goal vis-à-vis de Monaco. Peut-être que Monaco peut passer devant Marseille, et avoir égalité de points. Mais Marseille perd contre Lille et remporte les 2 derniers matchs. Marseille est en LDC, barrage minimum. Si jamais et voilà, même si je sais que les Marseillais ne veulent pas imaginer ça, mais je le dis, voilà, quand même, parce que c'est important même pour les Lillois. Il faut savoir un truc, si le PSG remporte la Ligue des Champions, je sais que c'est pas voulu par les Marseillais, mais ça peut arranger, les autres clubs français, notamment le 4e, parce que le 4e sera qualifié d'office en Ligue des Champions. Donc bon, voyez un peu l'idée. C'est, je le dis quand même, voilà, je le dis quand même. Ça peut se faire. Donc maintenant si on parle du match, c'est en vrai limite je devrais faire un live d'avant-match. Bon j'en ai jamais fait, pour Lille ou Marseille, mais je devrais en faire un je sais pas si je vais en faire les gars, je balance ça comme ça, je sais pas du tout. Mais c'est très, 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 très intense. C'est je sais même pas quoi vous dire qui va gagner, le réalisme, la solidité quand même du LOSC qui est quand même importante. Il y a un Chevalier qui peut être de très, très haut niveau. Il y a quand même pas beaucoup de défaites pour Lille ces derniers temps. Ils sont un peu remis de leur période un petit peu de crise, voilà, depuis le 30 mars. Depuis un peu plus d'un mois, il y a eu cette victoire, cette défaite face à Lyon. Ils ont marqué très, très tôt. Ils ont eu un peu de mal, OK, mais après ils ont enchaîné, ils ont quand même assuré, des victoires extrêmement importantes face à des adversaires pas forcément évidents. C'est un Lille de haut niveau qui peut compter sur des garanties importantes. Chevalier, encore une fois, qui aura été serein et important quand il faut l'être. David qui pourrait être mieux, vraiment, David qui pourrait être mieux, qui pourrait beaucoup plus marquer, on le sait bien. Est-ce qu'on compte sur un Lille donc avec des certitudes, collectives aussi importantes ou est-ce qu'on compte aussi sur un OM qui, d'un point de vue jeu, alors a changé un petit peu quelque chose face à Brest, qui n'a pas généré un nombre d'occasions, monstrueux, hein, clairement, hein, mais qui a marqué des buts de fou furieux. Emine Gouiri là qui s'impose quand même comme, un des attaquants phares du championnat et je pense qu'attention, hein, lui il peut être extrêmement, dangereux et vraiment à surveiller pour l'avenir. Un OM un petit peu, voilà, changé avec peut-être un Luis Enrique plus dans le cœur du jeu, qui reprend un poste, on va dire, d'ailier ou de joueur de demi-espace, un Noëm aussi qui récupère Balerdi, Rouli qui a eu un énorme début de saison, qui est un peu retombé, qui recommence un petit peu à être décisif ces derniers temps. C'est extrêmement indécis, c'est tellement indécis. Pour vous dire un truc, à domicile, Lille est une des meilleures équipes de France, largement, hein. Il y a très, très peu de défaites pour Lille. Il y en a une, sûre et certain face au PSG. Bon, vous vous rendez compte un peu de la situation et je crois que l'autre défaite, c'était face au Havre, mais c'est un match qu'ils ont raté, hein, complètement, vraiment complètement de A à Z, je crois de mémoire. Donc quand tu perds face au PSG, c'est pas non plus trop honteux à la maison. Mais le truc, c'est que Marseille est super bon à l'extérieur. Alors, super bon à nuancer, heu, c'est la deuxième meilleure équipe de France, certes. Il y a eu une période de moins bon pour les Marseillais, soyons très, très clairs, hein, depuis, leur phase exceptionnelle. Bon, les déplacements, Nice, défaite, heu, Auxerre, défaite, bon PSG, on va me dire c'est PSG, OK, défaite. Reims, ça c'est quand même problématique, défaite, et Monaco, défaite. Ouais, dans les faits, on est sur ça les gars. Alors je sais franchement je vous dis aussi ce que j'ai reçu, parce que moi je suis youtubeur, donc je reçois beaucoup, beaucoup de messages tous les jours, même en live et cetera. La confiance, je la sens plus côté LOSC, honnêtement. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de Marseillais qui m'ont dit vous me dites encore une fois en commentaire: je suis stressé, je suis pas serein, j'ai peur d'une claque. J'ai vraiment reçu ça pas mal de fois. J'ai reçu peut-être quelques Marseillais qui m'ont évoqué, le fait que certains imaginent même une victoire de Marseille à Lille. Pour moi, il faut que De Zerbi prépare un coup tactique pour battre le LOSC. Je ne peux pas imaginer Marseille, de ces dernières semaines notamment, avec leur fébrilité défensive qu'on connaît, chercher la gagne à Lille. Le match nul, c'est un autre débat, mais la gagne, faut vraiment un coup tactique particulier de Zerbi, peut-être un marquage spécial sur des joueurs, je sais pas, une animation offensive différente. Peut-être ce qu'on a vu, hein, finalement, c'est pour ça que la position du LOSC est un peu compliquée parce que bon, Genesio a la probablement étudié, hein, normal avec son staff, mais le Marseille qu'on a vu face à Brest, dans son animation même défensive, est meilleur, vraiment, est meilleur, que ce qu'on a vu ces derniers temps. Il y a même un Marseille globalement plus solide sur ce match-là.
Brest qui reste une équipe avec un potentiel offensif certain, hein, j'insiste là-dessus. Brest n'a pas eu de situation, à part sur coup de pied arrêté, où c'est une faiblesse, évidemment côté Marseille, c'est une force, hein, côté, lillois. C'est ça que ça peut être intéressant, peut-être un but ou coup de pied arrêté pour le LOSC. Peut-être que De Zerbi, qui refait un petit peu son jeu, dans le moment idéal, va perturber les adversaires. Bon, dans les faits, vous avez compris, je balance un petit peu toutes ces infos-là. Ça va être un match extrêmement, extrêmement tendu. Autant ça peut partir dans les buts, dans tous les sens, mais autant, l'intensité que ça peut mettre, ça va être ridicule. C'est vrai que Marseille marque beaucoup de buts quand même, hein. Il y a eu des déplacements à l'extérieur, très compliqués où ils marquent quasiment pas. 2-0 ici, ils marquent pas. Auxerre, ils marquent pas. Paris marque une fois. Reims, ils marquent une fois, OK. Mais 3 buts, ils prennent beaucoup de buts, mais ils en mettent également beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de buts marqués, pour les Marseillais. Ça va être extrêmement important vis-à-vis du goal average, hein. Parce que Lille, avec 17, doit marquer des buts potentiellement en cas d'égalité de points, ce qui est possible. Vraiment, ils doivent marquer des buts. Bon, le changement tactique de Zerbi peut poser des vrais problèmes au LOSC. Si on est sur un Marseille plus compact, peut-être moins dans cette idée purement du ballon, regardez un petit peu, hein, face à Brest, Marseille a le ballon, mais c'est quasiment 50-50 de possession. Parfois, ça peut être mieux pour eux. Lille, c'est pas vraiment une équipe qui met un bloc bas, très, très bas, voilà. C'est une équipe qui peut vraiment super bien presser, le LOSC, excellent. Je me souviens de notamment certains matchs de Ligue des Champions de très, très, très haut niveau. Il y a notamment eu cette victoire face à Auxerre, où, Auxerre a quasiment aucune possibilité. Auxerre, on sait qu'ils agissent qu'en contre. Bon, il y a un LOSC qui a 9 grosses situations. On sait qu'il pourrait marquer beaucoup plus. Par exemple, David, il met un doublé ici, il aurait pu en marquer plus, hein. Vraiment, c'est exceptionnel comment ce match-là, il peut être dingue dans tous les sens, hein. Mais écoutez les gars, je refuse de mettre un match nul. Parce qu'en vrai, le nul, il est très tentant. Franchement, le nul, il est très, très tentant. Le nul, il arrange à fond Marseille. Déjà, il faut savoir, parce que Marseille fait un nul, allez, ils sont en Ligue des Champions à 99 pour moi. Même le nul pour le LOSC, il est pas si pire, même si voilà, évidemment, ils aimeraient gagner. Je refuse de mettre, un nul, même si le nul, pour moi, est vraiment probable. Allez, on dit victoire du LOSC? Peut-être quand même qu'à la maison, ils resteront un peu plus forts. Mais en vrai, si Marseille l'emporte, j'avoue, je serais choqué. En vrai, je serais pas choqué dans le sens où, c'est impossible, mais il faut le faire, quoi. Faut vraiment, vraiment le faire, hein. Lille, c'est même en Ligue des Champions, à la maison, ils recevaient tellement bien, les gars. Tellement bien. Ils ont perdu contre le Havre, encore une fois, mais ça, c'est un match, où ils ont raté leur match. Et je sais pas ce qui s'est passé avant. Ouais, ah oui, élimination de Coupe de France, ouais, c'est peut-être ça. Ouais, ouais. En fait, le LOSC qui a éliminé la Coupe de France juste avant, il y avait un non-match face au Havre. Mais sinon, tous les matchs à la maison, presque, étaient excellents. Excellents, excellents. Et encore une fois, la seule défaite, elle est ici. Voilà. La seule défaite du LOSC, elle est ici à la maison. Hors le Havre, c'est celle-ci. Incroyable, quelle intensité ça va être. Vous me dites vraiment en commentaire ce que vous en pensez, les gars. Là, je mets les victoires du LOSC, mais je peux pas monter plus de 60-40. Je vais même dire 55-45 parce que je peux miser sur, déjà, un roulis de très, très haut niveau. On sait que le LOSC peut un peu, tu vois, un petit peu le dernier geste, ça pourrait vraiment être mieux, même si, attention, l'arme des coups de pied arrêtés pour le LOSC est très, très bonne. Par contre, à quel point le LOSC pourrait gérer les contres, Marseille qui ont été vraiment excellents, notamment contre Brest. Toute la vitesse qu'ils ont, Amine Gouiri également qui est très, très bon. Chevalier sera un facteur déterminant. Bon les gars, c'est, évidemment le match, crucial de la fin de saison avec le Monaco, Lyon. Bonne chance, hein, bonne chance les gars, bon courage, un bon match à vous tout simplement et que le meilleur gagne, simplement. Que le meilleur gagne. Qu'est-ce qui va se passer? Très, très hâte de voir ce match-là. Bien écoutez mes chers amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi comme d'habitude. On est, je pense que c'est vraiment la vidéo où j'ai pris le plus de plaisir sur ce format d'analyse, de preview des matchs de Ligue 1 parce qu'on est, sur, vraiment une fin de saison folle et une journée, regardez un petit peu franchement, si on fait les calculs là de ce que j'ai fait, Lyon gagnerait, du coup, on aurait, Lille qui gagnerait, Nice, des trucs comme ça. Donc on aurait encore une fois un classement de Ligue 1, je pense, extrêmement serré où tout le monde est à peu près, égalité de points. Ouais, c'est ça, Marseille et Monaco auraient le même nombre de points. Lille passerait, 2e de Ligue 1 du coup. Nice, resterait là. Strasbourg, perdrait quand même des points, on verra bien. Strasbourg peut battre Paris, c'est ça qui est dingue. Incroyable, incroyable, incroyable. Nous en reparlerons. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, excellent week-end à vous, c'était Koro et la paix sur vous.